Bonjour, où va le Bitcoin? Où vont les crypto-monnaies? Alors qu'on assiste à l'éclatement lent et irrémédiable de ce qu'il conviendra d'appeler la bulle du Bitcoin, le jeton chiffré s'échange actuellement autour des 3 000 € ou 3 400 $, bien loin des 16 000 € qu'il atteignait il y a tout juste un an. Alors pour tenter de répondre à cette question, j'ai avec moi deux experts des marchés financiers, Philippe Béchade sur ma gauche et Stéphane Sauduteil sur ma droite. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à Bonjour. tous. Alors, monsieur Sauduteil, vous êtes spécialiste des marchés financiers, vous êtes un expert broker chez Alvexo, vous donnez des formations aux stratégies d'investissement et vous êtes l'auteur du livre Le trading, c'est presque facile. Alors, Philippe Béchade, vous êtes connu, vous, des lecteurs du site labourseauquotidien.fr, sur lequel vous décryptez l'actualité économique et financière, et vous êtes le président du groupe d'économistes Les Éconoclastes. Alors j'aimerais vous poser une question à tous les deux pour commencer. Quand on regarde graphiquement le Bitcoin, on a quand même clairement l'impression d'une très grosse bulle. Comment est-ce que cela a pu arriver? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre à une telle bulle? Oui, en fait, il faut remonter un petit peu dans l'historique et regarder le graphique. C'est vrai qu'à partir d'octobre 2017, on a commencé, juste d'un point de vue graphique, à avoir des pentes relativement importantes, bien au-delà de ce que l'on peut trouver sur les marchés financiers classiques, avec des accélérations qui ont été vraiment très fortes, hein, puisque on est passé, on doublé quasiment presque tous les 2 ou 3 mois la valeur de l'actif. Et ce qui a été vraiment intéressant, et là où on a pu définir en fait le terme de bulle, c'est quand bien tous les investisseurs particuliers en fait, qui n'étaient pas destinés à acheter du Bitcoin naturellement, se sont jetés sur la crypto-monnaie. Je me rappelle très bien d'une intervention d'un monsieur sur TF1 au journal de 13 heures disant qu'il avait 2 000 € les économies d'une vie sur un livret A et qui sortait de la maison du Bitcoin, c'était vers le 15 ou 20 décembre dernier, et il avait acheté du Bitcoin avec toutes ses économies. Et là, c'est souvent symptomatique d'une bulle et d'un haut de bulle. Et je me suis retourné vers mon épouse et j'ai dit, voilà, je pense que là, le Bitcoin, c'est quasiment mort, il va falloir s'attendre à un éclatement de bulle incessamment sous peu. Et il n'a pas traîné parce que moi, je travaille depuis une dizaine d'années sur des modèles de bulles financières et de crack et tout ça. Et selon mes modèles, bien, ça a commencé à craquer le 21 décembre 2017. Avant qu'on ait des propagations sur des unités de temps supérieures avec forte baisse, mini-crack, crack. On en reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Oui. Philippe, ça vous a surpris cette bulle? Par son ampleur, oui, certainement. Quelque chose qui a été créé informatiquement avec une valeur de quelques dixièmes de cent qui arrive à 20 000 $. Sur une plateforme, on a coté 20 030 pour le Bitcoin. Donc là, c'est tout à fait surréaliste. Et dans l'histoire, il n'y a qu'un précédent. Alors, je sais que les amateurs de Bitcoin vont encore m'en vouloir de cette comparaison, mais je n'en vois pas d'autre. La tulipomania de la fin du XVIIIe siècle en Hollande. Mais ce à quoi on a assisté en fait du mois d'août au mois de décembre 2017, ce n'était jamais que la réplication de précédentes vagues d'impulsion sur le Bitcoin, où on le voyait effectivement doubler, tripler, quadrupler de valeur en quelques mois. La vague était juste un petit peu plus grande, mais on va dire que c'était vraiment une grosse fractale reprenant des vagues, reproduisant des vagues précédentes à peu près de même ampleur. Et il faut resituer ça maintenant dans le contexte, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre-novembre 2017, tout monte, tout, les actions, le pétrole, les technos, les GAFA, enfin tout est à la hausse parce qu'il y a trop d'argent. Et puis bien sûr, quand d'un seul coup on a un phénomène comme le Bitcoin ou les altcoins, c'est-à-dire toutes les autres, hein, parce que finalement l'Ethereum a vu sa valeur multipliée par 40, donc encore plus que le Bitcoin, et il y en a plein d'autres, hein, que je ne vais pas toutes citer, mais on a assisté là à une hausse auto-réalisatrice. Celui qui vient de doubler de la valeur, enfin qui vient de doubler sa mise ou quadrupler sa mise, devient le meilleur
avocat ou propagandiste pour justement se jeter dans ce qui n'est d'autre qu'un schéma de Ponzi en fait. C'est-à-dire que c'est les derniers qui font grimper l'ensemble de l'encours pour les premiers entrants. Et le renfort médiatique aussi, et puis les spécialistes qui se succédaient dans les médias pour dire que le Bitcoin en fait allait certainement monter à 100 000 $ en 2018. Donc ça, on avait vécu aussi un petit peu le même schéma lorsqu'on avait des spécialistes qui se succédaient il y a quelques années pour expliquer que quand le pétrole était à 150 $ sur les plateaux de télé, disant voilà, il n'y a plus que 100 ans de réserve, le pétrole ne peut que monter, il sera à 300, 400, 500 $ sous peu. Alors que bon, le temps des marchés, souvent, ne voit pas plus loin que quelques mois. Alors voir à 100 ans, c'était déjà incroyable et incompréhensible. Et là, pour aller dans le sens de Philippe, pour moi, en fait, cette bulle sur le Bitcoin ressemble beaucoup plus en fait, à la crise de la bulle des mers du Sud en 1720, où en fait toute l'aristocratie anglaise aussi s'était fait piéger, où on envoyait en fait des caravelles dans le Nouveau Monde pour essayer d'aller chercher de l'or, des épices, des tissus, et donc on investissait on pariait sur qu'est-ce qu'allaient ramener ces caravelles, et puis ils avaient émis des actions finalement que toute l'aristocratie anglaise avait achetées, et donc tout ça a été monté en épingle, et effectivement il y avait de l'autoréalisation, les aristocrates propageaient l'information en disant voilà il faut acheter ça, ça va monter, ça monte, et même des éminents spécialistes comme Newton s'est fait rincer en fait, et alors le timing était très similaire, c'est-à-dire on est monté comme ça en 2 ans, mais avec une pente ascensionnelle terrible à l'image de celle du Bitcoin, et on est redescendu en moins d'1 an, quasiment à l'origine. Et Newton en fait a eu cette phrase assez célèbre, il disait en fait je peux prévoir le déplacement des cours célestes mais pas la folie des hommes. Donc on était vraiment exactement dans cette même modélisation avec le Bitcoin, alors que là finalement on parlait de quelque chose de totalement dématérialisé, et puis en 1720 les startups en fait de l'époque c'était les caravelles qui partaient vers le Nouveau Monde et les consortiums qui géraient ces caravelles. D'accord, donc il faut remonter sur des références historiques très anciennes, comme la tulipomania ou les mers du Sud, pour retrouver des bulles similaires. Est-ce que maintenant on assiste, vous pensez, à l'éclatement définitif, complet de cette bulle ? Philippe ? Se prononcer de façon définitive, ça serait extrêmement présomptueux. La seule chose que j'essaie de faire, c'est des rapprochements et des observations. Et là, je sors un peu mon anti-sèche, mais je donne par exemple là un exemple, le Cardano, introduit il y a un peu plus d'1 an à 0,50 $, qui monte rapidement à 1 $ et qui cotait la veille de notre interview 0,028 $. Autrement dit, cours divisé par 38. Si on prend le Bitcoin Cash, introduit à 395 $, monté à 2900, c'était donc mi-décembre 2017. Aujourd'hui, il vaut 76, cours divisé par 37. Je pourrais multiplier les exemples. Il y en a même de certaines altcoins qui ont carrément disparu. Je vois la capitalisation. J'ai toute une liste là d'altcoins dont la baisse en 1 an est de 99,5%. Voilà. Il en a été introduit 2300 de ces altcoins. Je pense que 90 ou 95% d'entre elles disparaîtront. Donc là, je peux vous dire définitivement oui, il y a au moins 90% voire plus de cryptos qui vont disparaître tout bonnement. Et puis il y a celles qui vont rester. Alors parmi celles qui vont rester, aujourd'hui il n'y en a plus que 9 qui représentent une capitalisation supérieure à 1 milliard de dollars. Et le Bitcoin aujourd'hui représente un peu plus de 50% de la totalité des actifs. Or, dans les phases précédentes de correction du Bitcoin, je les ai toutes regardées, j'imagine que Stéphane aussi doit avoir ça dans sa tête, il connaît ça par cœur, le Bitcoin n'a jamais perdu plus de 90% de sa valeur. Et l'Ethereum non plus. Dans les précédentes corrections, on a été plutôt à des moins 75, moins 80. C'est déjà pas mal. Là, quand même, j'observe qu'on est à moins 90, moins 92%.
Donc là, peut-être qu'on a eu effectivement une ascension totalement hors norme, mais on est aussi là sur une correction hors norme, d'une amplitude qu'on n'a jamais constatée sur aucune des cryptos qui vont, je pense, encore résister quelques mois, voire quelques années. On n'a jamais vu une correction de 90%. Donc là, je dis que quand même, il y a vraiment quelque chose de cassé dans la mécanique. Stéphane, est-ce que l'expert de l'analyse technique est d'accord ? Oui, je suis tout à fait en phase. Je vais essayer de donner des niveaux et des chiffres peut-être un peu plus précis parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai créé un modèle en fait pour expliquer les éclatements de bulles et les prévoir et les anticiper un petit peu. Donc en fait, quand on regarde le Bitcoin, on avait une vraie bulle. C'est-à-dire qu'une bulle, pour moi, c'est... alors là, d'un point de vue graphique, j'ai démontré ça, pas d'un point de vue fondamental, mais d'un point de vue graphique, c'est que vous êtes en surtension haussière, que j'ai matérialisé par la création d'un indicateur, en surtension haussière sur les 3 unités de temps majeures, c'est-à-dire du journalier, de l'hebdomadaire, du mensuel. Lorsque on est en surtension haussière, on peut définir le terme de bulle. Quand est-ce que l'on casse une bulle? Quand effectivement il y a un dégonflement d'une part sur le journalier, et là en fait ce dégonflement de bulle est intervenu, comme je vous le disais tout à l'heure, le 21 décembre 2017, lorsqu'on a cassé 16 000 $. C'est-à-dire quand on a cassé 16 000 $, on pouvait dire voilà, il y a un début d'éclatement de bulle et on pouvait s'attendre à une baisse relativement importante. En fait, la propagation d'une bulle va se faire ou pas de l'unité de temps journalière à l'unité de temps hebdomadaire. Si on a une propagation sur l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire si on casse des niveaux sensibles, et ce qui a été le cas, ça a été le cas des 11 200 $, donc là on a une propagation sur l'unité de temps hebdomadaire. Donc on pouvait prévoir un mini-crack qu'on a eu également. Et en fait, on est passé à une propagation mensuelle. Quand on a cassé un niveau mensuel qui était 6 000 $, eh bien, on rentre dans une mécanique non plus de mini-crack, mais de vrai crack. Et selon mon modèle, en fait, on peut catégoriser en 4 les cracks. Crack de niveau 1, 2, 3 ou 4. Le seul crack, je dirais, de niveau 4 que l'on ait eu historiquement, c'est en 1929, où on est passé de 600 à 30. Là, à l'heure actuelle, sur le Bitcoin, on a validé un crack de niveau 1, c'est-à-dire lorsqu'on a cassé 6000, l'objectif était à 3500 points. J'avais fait une conférence à l'Aéroclub de France le 21 septembre dernier, et je vous disais attention, à cette époque, déjà juin, on avait les signes que l'on basculait sur un crack, donc avec une propagation sur l'unité de temps mensuelle. Je disais attention, il y a une forte probabilité de descendre sur 3500 $. C'était là où c'est l'objectif d'un crack de niveau 1. Et là, depuis quelques jours, on est passé sous les 3500. Alors si on se maintient sous 3500, comme là on est sur une base mensuelle, si on se maintient en fin de mois sous les 3500, là on va envisager un crack de niveau 2, et le niveau 2, en fait, ça serait un retour entre 1500 et 2000 $ sur le Bitcoin. Un crack de niveau 3, ça serait un Bitcoin entre 500 et 1000, et un crack de niveau 4, ça serait un Bitcoin inférieur à 500 $. À ce stade, on ne peut pas dire si on va avoir un crack de niveau 2, 3 ou 4, mais on est toujours en situation de crack aussi longtemps qu'on n'aura pas la capacité, d'un point de vue graphique, à regagner au moins les 6000 $. Alors moi, je voudrais préciser que le Bitcoin est de toutes les cryptos non stables. Je ne parle pas des stablecoins, on en parlera, je pense, tout à l'heure. De toutes les cryptos, qui présentent les plus grosses capitalisations, parmi les 10, est celle qui a le mieux résisté en 2018. En revanche, on est pour beaucoup de valeurs, enfin pour beaucoup d'altcoins, comme par exemple le Bitcoin Cash ou le Cardano, on est dans un crack de niveau 4, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 95, voire les 99% de baisse. C'est absolument vertigineux. Et ce que je disais là, tout à l'heure, et ce que Stéphane confirme, c'est qu'effectivement, quand on atteint 20 000 sur le Bitcoin, on revient sur 6 000. Et là, on est là dans le cadre d'une consolidation donc de 75%. Voilà. Pour l'Ethereum, on est rapidement à moins 80%. Et là, on est dans un cas de figure classique de précédente correction sur ces cryptos. Et puis d'un seul coup, en basculant sous les 6000,
Et ben là, on rentre, à mon avis, de plein pied effectivement dans le crack de niveau 2 sur le Bitcoin, l'Ethereum, sur le Ripple. Mais sur beaucoup d'autres cryptos, on a franchi depuis fin novembre le niveau 3 et rapidement, pour beaucoup d'altcoins qui étaient très peu capitalisés ou qui ne sont carrément plus traités, on est dans le niveau 4, c'est-à-dire 99%. Autrement dit, zéro. Et puis ceux qui ne vendent pas à 0,001, c'est parce qu'à la limite, la connexion va leur coûter plus cher que ce qu'ils vont récupérer à la sortie. Très bien, mais alors sur la mer des cryptos, sur le Bitcoin, si je vous écoute, il reste quand même 2 marches dans l'escalier qui nous mènent vers le crack de niveau 4. Donc la situation n'est pas encore aussi sombre qu'elle pourrait l'être. En tout cas, ça a existé pour de nombreuses cryptos. Ouais, le crack de niveau 4 est déjà avéré. Le chemin est tracé éventuellement pour le Bitcoin. Maintenant, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on peut imaginer que cette bulle finisse là, de se dégonfler? Est-ce qu'il y a des perspectives à jouer à court terme en termes de trading? Alors, une chose est sûre, c'est que dans tous les phénomènes de bulles que j'ai pu étudier historiquement, un éclatement de bulle, il faut un certain laps de temps avant qu'on ait de nouveau une bulle spéculative. Et en fait, je pense qu'il faut au minimum 8 ans, voire plus, pour qu'on oublie les erreurs que l'on a fait et qu'on soit capable de reparier sur une explosion à la hausse du Bitcoin. Donc là, je pense que tout ce qui avait été dit par les spécialistes les années passées en disant le Bitcoin à 100 000, là, il faut vraiment clairement oublier. Même un Bitcoin à 20 000, je pense qu'il faut clairement oublier rapidement. Ce qui serait intéressant de voir, c'est le comportement du monsieur que j'ai décrit l'année dernière. Qu'est-ce que ce monsieur a fait ? Monsieur qui sortait de la maison du Bitcoin. Exactement. Est-ce qu'il a vendu son Bitcoin? S'il a vendu son dixième de Bitcoin, son dixième de Bitcoin. 2000 € à l'époque, le Bitcoin valait 18 à 20 000, il a acheté un dixième. Ouais. Est-ce qu'il a vendu à ce jour son dixième de Bitcoin? Alors on pourrait penser que dans cette phase un petit peu maniaque de baisse importante, parce qu'on a quand même en un mois ruiné 70 milliards de dollars de capitalisation sur les crypto-monnaies. On pourrait considérer qu'on est passé dans une phase psychologique un peu connue d'éjection peut-être des premiers, ou des derniers acheteurs vers les 18, 19, 20 000 dollars. Mais ça, on n'en a pas tout à fait la certitude, si vous voulez. Peut-être que la purge est terminée. C'est techniquement possible. Mais il faudrait être sûr que ces acheteurs de la dernière heure ont vendu tout ce qu'ils possédaient. Auquel cas, on retrouverait un marché qui est plutôt, je dirais, sain, débarrassé de gens enclins encore à paniquer. Si ils n'ont pas atteint encore leur limite de résistance à la frustration, parce que quand on a un actif acheté à 17, 18 ou 20 000 et qu'il est à 3 500, psychologiquement, on se dit, j'ai beaucoup perdu, je ne peux pas accepter de perdre plus, je vais vendre pour retirer quand même un petit peu d'argent de mon piètre investissement. Donc, comme on n'a pas la réponse absolue, mais c'est vrai que les baisses ont été quand même assez saignantes ce dernier mois, on pourrait commencer à supposer qu'il y a eu un nettoyage quand même de ces personnes. Donc, on pourrait raisonnablement penser qu'on va rentrer peut-être dans une phase de stabilisation. Alors, s'ils n'ont pas tout à fait vendu, on pourrait encore aller chercher 1500 ou 2000 dollars sur le Bitcoin. Mais ce qui sera important de voir dans les prochaines semaines, déjà, c'est la capacité à réintégrer les 3500, 3600 dollars. Et comme je vous le disais, là, on pourrait penser que le marché s'est vraiment assaini et nettoyé si on regagnait les 6000 dollars. Mais j'ai plutôt l'impression que dans les semaines et les mois, et voire les années qui viennent, on va avoir une stabilisation du Bitcoin dans une frange qui est assez large, qu'on pourrait situer entre, disons, 2000 et 6 000 dollars. Alors, il y aura certainement des choses très intéressantes à faire, puisqu'on peut acheter et vendre le Bitcoin. Par exemple, sur la plateforme Alvexo, vous avez 3 crypto-monnaies qui sont tradables, aussi bien à l'achat qu'en vente à découvert. Le Bitcoin, le Ripple et l'Ethereum. Donc, c'est toujours intéressant de s'intéresser quand même à cet actif, mais il faut le faire dans des conditions techniques, en maîtrisant un peu l'analyse technique, parce qu'on n'a quasiment aucun flux fondamental sur les crypto-monnaies. Il y a juste, je crois, l'Ethereum qui publie tous les trimestres un petit point macroéconomique sur la situation des crypto-monnaies. Mais c'est très difficile d'avoir de l'analyse fondamentale sur la vie des
cryptos. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus technique et se servir un peu de l'analyse graphique pour essayer de sentir un petit peu l'évolution des choses. D'accord, donc un range entre 2000 et 6000, qui permet dans un premier temps. éventuellement- Mais je ne crois pas du tout de nouveau à une bulle spéculative au-delà des 10 000 $, non. Philippe, Moi, je quel voudrais- sentiment Alors moi, je voudrais rebondir sur la notion de fondamental. À la base, il y a un algo de cryptage ou de hachage qui a été d'ailleurs créé par la NSA. Et cet algo a été repris, utilisé par 2000 autres créateurs d'altcoins, etc. Alors quel est le fondamental derrière une crypto comme l'Ethereum, où c'est ouvert et on peut en créer autant qu'on veut. Alors sur le Bitcoin, j'entends bien l'argument de la rareté, sauf qu'on en est déjà à 2 forks sur le Bitcoin lui-même, puisqu'on a eu le Bitcoin Cash, le Bitcoin classique. Bref, même si au départ le nombre d'unités est mathématiquement prédéfini, avec des difficultés à l'extraire de plus en plus grandes, on s'aperçoit qu'on peut splitter. Ce sont des tokens différents, cela dit. Ce sont, certes, mais à la base, on part bien du même. Bon, alors le Bitcoin Cash est un exemple de fork et d'échec absolu, hein, puisque voilà, sa valeur a été divisée par 37 depuis ses sommets, et par rapport à sa création, on est à une division par plus de 4. Voilà. Et quelle est la valeur fondamentale du Bitcoin Cash ? On s'est dit qu'on voulait on voulait mettre sur pied un nouveau protocole. On a voulu créer une crypto plus facile à trader, puisque le Bitcoin, on est limité à 7 transactions par seconde, ce qui est extraordinairement faible, surtout quand on est dans une période dite de fast market, où les ordres de vente ou les ordres d'achat s'accumulent, on ne peut pas les exécuter, ce qui fait que des gens qui ont passé des ordres sur le Bitcoin, je sais qu'ils ont eu leur réponse 3 jours après avoir passé l'ordre, sans savoir à quel niveau, là c'était des ventes, serait exécuté, parce que les gens voulaient sortir. Ouais. Sauf sur les plateformes dérivées, avec les CFD. Où Alors, là, c'est le CFD, broker qui s'engage à trouver la contrepartie. Exactement, voilà. avec le risque que le broker saute si effectivement en face il n'y a pas de contrepartie. Ça, c'est une autre question. Donc, dans le fondamental, à quoi on peut rattacher un Bitcoin, un Ethereum ? Et je ne parle même pas du Ripple, puisque le Ripple n'est pas une crypto, mais un simple protocole, c'est-à-dire en fait un outil qu'on peut importer pour créer un environnement blockchain propriétaire et fermé. Donc le Ripple n'est même pas une crypto. Donc on va revenir à l'Ethereum et le Bitcoin. Quel est le fondamental derrière ? Aujourd'hui, j'en vois guère d'autre que le coût de minage, c'est-à-dire combien ça coûte pour l'extraire, combien faut-il de cartes graphiques pour ne pas attendre 15 jours avant d'avoir un Ethereum ou un Bitcoin de plus, et qu'est-ce que ça dépense en énergie. Et alors là, c'est assez intéressant. Jusqu'à octobre-novembre 2017, il fallait à peu près la même quantité d'énergie pour extraire un Bitcoin et une once d'or. Et puis, il a fallu, avec la multiplication des mineurs, il a fallu de plus en plus d'énergie, c'est-à-dire d'électricité, alors extraite du charbon, du pétrole, du gaz ou de l'hydroélectricité quand on est en Islande, où il y a des magnifiques fermes de minage. Et pour ceux qui minent avec des énergies fossiles, on a dépassé de 50% le coût d'extraction d'une once d'or. Ou je vais l'exprimer autrement, imaginons que pour extraire 1000 euros ou dollars de valeur Bitcoin ou 1000 dollars de valeur or, c'est-à-dire à peu près une once, il faut aujourd'hui 1100 dollars d'énergie pour extraire une once d'or, et il faut entre 1500 et 1600 dollars d'énergie pour extraire un Bitcoin qui n'est qu'une inscription numérique dans un ordinateur ou dans un ledger. C'est-à-dire que de l'or, une fois qu'on l'a extrait, on peut toujours en faire un usage, bijouterie. Je crois que dans un téléphone portable, il y a à peu près un centième de gramme d'or. Donc il faut 1 gramme d'or pour 100 téléphones. Donc il faut 1 kilo d'or pour 10 000 téléphones. Enfin, vous voyez, il y a un usage industriel, l'or existe.
beaucoup de cryptos qui se sont totalement désintégrés et dont le coût de minage a pourtant été important en termes de consommation d'électricité, c'est de l'énergie qui a été dépensée, mais vraiment pour rien. Il ne reste aucune trace, rien du tout. Alors est-ce qu'on peut dire même que le coût d'extraction est fondamentalement la valeur d'une crypto? Beaucoup de cryptos qui ont coûté de l'énergie pour les extraire ne valent plus rien. Pour le Bitcoin, on était monté à un moment, je crois, il y avait des calculs qui ont été faits à 1500, 1800 $. Mais il fallait rajouter en plus de ça les cartes graphiques. Bon, c'est juste vertigineux quand on y pense. Et en ce qui concerne l'Ethereum, le mineur, on lui a réduit de moitié sa récompense cet été, pour éviter justement qu'on le multiplie à l'infini. Donc on a réduit la récompense de la preuve de travail pour le créer. Et effectivement, ça a été efficace puisqu'il y a effectivement beaucoup moins de gens qui ont extrait de l'Ethereum. Mais ça ne l'a pas rendu rare pour autant. Et je me pose effectivement la question de sa valeur fondamentale. On peut rajouter une notion à la valeur fondamentale du Bitcoin, c'est la confiance, comme le dollar, en fait, c'est une dette, mais on a confiance dans l'économie américaine, c'est pour ça qu'il a encore de la valeur. Mais en fait, à un moment donné, on regardait le nombre de banques qui proposaient en fait de transiger en Bitcoin. Et donc, plus il y avait de banques, plus on crédibilisait ces crypto-monnaies. Mais là, depuis pas mal de temps maintenant, il y a de moins en moins de banques qui sont là pour proposer du Bitcoin. Donc effectivement, je rejoins Philippe, la valeur fondamentale, c'est vraiment pas facile pour aller essayer d'estimer une valeur réelle du Bitcoin. Est-ce qu'on est vraiment en dessous? Est-ce qu'il y a du potentiel? Voilà, donc ça, c'est ce côté un petit peu virtuel également, qui fait que ce n'est pas un instrument financier classique. Alors, l'année dernière, au mois de décembre, tous les spécialistes du Bitcoin, spécialistes depuis 3 mois, 6 mois, vous expliquaient que les banques centrales avaient tellement corrompu les devises, que c'était de telles montagnes de dettes. Le dollar est une montagne de dettes, le yen est une montagne de dettes, le yuan, j'en parle même pas. C'est un Himalaya de dettes. Ça tombe bien puisque la Chine, l'Everest fait sa frontière. Cet argument que les banques centrales avaient tellement manipulé, tellement corrompu les devises et que les cryptos allaient permettre d'échapper à cet écueil et échapper à l'effondrement des devises, je dirais qu'un an plus tard, c'est dollar 1 et Bitcoin 0 ou 0,1. Après une perte de 90% de sa valeur. Le Bitcoin ou les cryptos n'ont pas non plus protégé de la chute des marchés obligataires. Alors, on a vu que le high yield a perdu pas mal depuis cet été. Mais c'est peanuts. Ce que le high yield a perdu depuis 4-5 mois, c'est ce que le Bitcoin perd en une matinée. Voilà. Donc le Bitcoin ou les cryptos ne couvrent pas contre un risque de devise, ne couvrent pas contre un risque de taux, ne couvrent pas contre un risque de déception sur les actions. Ce qui avait légitimé aussi la hausse du Bitcoin, et là on peut faire 1 pour l'or et 0 pour le Bitcoin, c'est qu'il y a un an, on tentait de faire croire que la valeur refuge, ça serait le Bitcoin et plus l'or, et que si les marchés financiers s'effondraient, le Bitcoin exploserait et que l'or resterait à son niveau. Et c'est totalement faux, puisque bien entendu, cette année en plus, on n'a jamais constaté des achats aussi importants de la part de banques centrales. Je crois qu'il y a 274 tonnes d'or qui sont rentrées dans les banques centrales. Pour la seule banque centrale de Chine. De Chine. Voilà. Donc on voit bien également que c'était une fausse propagande pour essayer effectivement de continuer à alimenter la hausse du Bitcoin qui n'a pas perduré. Du coup, le Bitcoin apparaît comme un actif qui n'avait pas vraiment de sous-jacent, si ce n'était les promesses à venir de la blockchain et de ses perspectives. Comme de ce côté-là, il peut rester malgré tout des espoirs sur des applications concrètes, peut-être de la blockchain dans des domaines liés à l'économie réelle.
Ouais, alors la blockchain, on va en parler, je pense, et je pense qu'on sera à peu près d'accord pour dire que personne ne trouve ce domaine de recherche et d'application inintéressant. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, il ne faut pas oublier aussi qu'au début, le Bitcoin, le Cardano, le Monero, ce qui faisait leur attrait, c'était aussi le relatif anonymat. Donc il ne faut pas oublier ça. On payait sur le darknet en Bitcoin. Voilà. Au début, On pouvait, le Monero et le ouais, Zcash. on pouvait mettre un contrat sur sa femme pour un Bitcoin, Voilà. il paraît. Et on voit que les États se sont emparés du sujet. En France, par exemple, les plus-values réalisées sur des valeurs, enfin sur des cryptos, sont désormais fiscalisées. Donc aujourd'hui, si on fait des plus-values, si on en a fait, il fallait surtout plus les extraire ou les faire revenir sur son compte en banque. Il fallait ouvrir un compte à l'étranger et puis extraire ces plus-values sous d'autres cieux. Donc fiscalement, le Bitcoin ou les cryptos sont moins intéressantes. Au niveau anonymat, on sait que tous les gouvernements vont s'y attaquer. Quand ce n'est pas une interdiction hein, de miner ou d'utiliser les bitcoins comme l'a fait la Chine. Donc il y avait aussi tout cet environnement de dire vous avez en fait votre compte en Suisse dans votre banque. Pas d'impôt, anonymat, etc. Vous l'avez sur votre ledger, sur votre petite clé. Et vous pouvez vous balader partout dans le monde et acheter, pourquoi pas une maison en bitcoin, puisque celui qui avait acheté 10 bitcoins au début de l'année 2016, il pouvait acheter un penthouse à New York à 3-4 millions de dollars. Hein. C'était ça l'échelle. Hein. Donc, il y avait cet aspect extraordinaire qu'on a son paradis fiscal dans sa poche. Donc le paradis fiscal, là aussi, on voit qu'on lui a bien rogné les ailes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste le fait que on est sur des unités, des actifs décentralisés et avec je pense que c'est quand même ça le grand apport du Bitcoin et des autres cryptos. C'est-à-dire que pour sécuriser les transactions, on a introduit une approche probabiliste et qui est très supérieure en termes de résultats. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que cette approche probabiliste sur la véracité et la réalité d'une transaction, elle est supérieure aujourd'hui au système pair à pair qu'on a pour tous les échanges bancaires et les échanges financiers. Là, on est certain avec la technologie blockchain qu'il ne peut pas y avoir de confusion, qu'il ne peut pas y avoir de duplication d'une transaction, donc pas d'arnaque, pas de trucs à corriger, mais réciproquement, n'avoir aucune possibilité de corriger, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait nouveau dans le monde de la finance. Parce que justement, on est habitué à rectifier des erreurs et à le faire même ce qu'on appelle en délai. Je rectifie une transaction qui a eu lieu il y a un jour, une semaine, il y a un mois, j'ai un délai. Avec les cryptos, on n'a plus cette possibilité de délai. Ce qui est fait est fait. Il reste dans la blockchain. Voilà. Absolument. Je vais vous laisser à chacun un mot de la fin par rapport aux perspectives qui peuvent s'ouvrir à nous dans les crypto-monnaies. Où est-ce que vous voyez des possibilités éventuellement pour des petits porteurs de trouver leur part là-dedans ? Je crois qu'il faut être relativement souple, malléable et puis dynamique. C'est des marchés qui seront encore certainement volatiles dans les prochains mois. Il faut, je pense, pas chercher à acheter un bitcoin pour espérer de nouveau le voir grimper à 20 000 $. Ça, je pense que une chose est certaine, c'est qu'il faudra attendre vraiment pas mal d'années avant qu'on ait de nouveau une bulle spéculative sur les crypto-monnaies. Par contre, les personnes qui s'intéressent vraiment à l'analyse graphique, on a suffisamment d'historique maintenant sur le Bitcoin ou sur les autres crypto-monnaies, enfin sur les plus connus, pour essayer de tracer des schémas tactiques, des schémas probabilistes de hausse ou de baisse, et donc essayer d'intervenir sur ces schémas qui représentent
souvent une volatilité plus importante que celle qu'on pourrait trouver jusqu'à présent sur les marchés, encore qu'il faut se méfier, et puis intervenir sur des produits style CFD pour être aussi bien à l'aise à l'achat ou en vente à découvert, parce que automatiquement il y aura des opportunités dans les deux sens encore sur ces cryptos, mais ce n'est pas non plus à mettre dans toutes les mains, hein. Il faut quand même avoir une expérience, je pense, assez développée dans tout ce qui va être analyse graphique. Voilà. D'accord, merci. Et pour vous, Philippe Béchade, est-ce que, par exemple, du côté des stablecoins, ces monnaies qui ont un cours défini à l'avance, il n'y a pas là quelque chose qui permet de garder les avantages de la blockchain avec quelque chose d'un peu moins instable? Volatile, oui. Oui, c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on est dans la blockchain, dans cet environnement de sécurité, je parle techniquement, hein, d'incorruptibilité. Ça, c'est quelque chose qui va certainement parler à pas mal de gens. Alors après ça, vous avez des stablecoins comme le Tether qui est arrimé au dollar. La seule limite à la sécurité, entre guillemets, c'est que les gérants du Tether aient effectivement en face la quantité de dollars correspondant à l'encours sur le Tether. Sachant qu'ensuite, quand je dis le dollar, on peut ensuite le reconvertir dans une des 160 autres devises qui existent dans le monde, pour peu qu'il y ait une banque qui soit prête à accepter de l'argent qui tombe comme ça sur le compte sans vous demander d'où ça vient et à quoi ça correspond et est-ce que c'est pas de l'argent sale. Donc il y a cet aspect-là bien sûr qu'il faut regarder. Donc les stablecoins, c'est une façon effectivement d'avoir des actifs hors système bancaire, puisqu'il y en a certains qui jugent que les banques c'est des banksters et qui veulent plus leur confier leur argent parce qu'on sait que potentiellement il peut encore arriver des bricoles, genre Chypre ou la Grèce, banque fermée, épargne confisquée. On ne vous confisquera pas votre Tether, c'est sûr. Alors la période aujourd'hui est un peu difficile. Là, je sais qu'il va y avoir l'introduction d'une stablecoin qui s'appelle Basis, et cette ICO a été tout simplement annulée. Ceux qui participaient ont été remboursés. Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui même, on n'a peut-être plus la place de créer beaucoup de stablecoins autres que le Tether ou celles qui existent déjà. Et puis je vais quand même finir par un petit message d'espoir pour ceux qui aiment spéculer sur les cryptos. Alors je ne dirais pas le Bitcoin parce qu'il y a toujours ce problème qu'on ne peut pas faire plus de 7 transactions par seconde, ce qui est extrêmement faible quand on est dans un marché qui d'un seul coup s'emballe, à la hausse comme à la baisse. Mais sur l'Ethereum, sur Ripple. Sur voilà, le Ripple, je le répète, qui n'est pas une crypto mais qui est quand même un actif qu'on peut trader, ben là, il faut être bien averti, il faut être peut-être initié. Oui. Peut-être initié, c'est-à-dire par exemple, demain on va avoir une annonce, le Japon étudie la création d'un espace de trading sur les cryptos, super, ou la Corée du Sud, qui est là aussi un des lieux où se négocie le plus de crypto chaque jour. Là, d'un seul coup, une banque dit qu'elle va, elle aussi, accepter que les clients puissent faire des transactions dans diverses cryptos, parmi j'imagine, celles qui représentent plus d'1 milliard de capitalisation aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Sur une nouvelle comme ça, l'Ethereum, le Bitcoin, le Neo, on a eu là, récemment le Stellar aussi. Hein. Le Lumen Stellar, ça peut prendre 40-50% très très vite. Et puis après ça, on évalue le truc, on se dit ouais d'accord, bon, c'est juste qu'on va avoir une plateforme qui sera un peu plus sécurisée, mais enfin bon, grosso modo, il n'y a toujours pas de valeur fondamentale derrière ma crypto. C'est ce qui s'était passé sur le Ripple, en fait, il y a quelques mois où Google avait annoncé qu'il referait en fait de la publicité sélective pour les cryptos, même si le Ripple n'est pas vraiment une crypto. Juste à noter, en fait, le Ripple est la seule,
non crypto-monnaie, mais qui est considéré un peu comme les intervenants comme des crypto-monnaies, où ils travaillent de la même manière, qui n'a pas mis en place de nouveaux points bas ce dernier mois, contrairement à toutes les autres Je crypto-monnaies. Et, Absolument. voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un socle très solide autour des $70 sur le Ripple, qui serait peut-être intéressant à travailler dans les prochaines semaines et mois. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je pense que les personnes qui nous ont regardés aujourd'hui ont quelques éléments pour un an après le point haut de la bulle du Bitcoin, voir un peu ce qu'il en est. Tout n'est pas forcément terminé, mais attention, surveillez bien l'actualité des crypto-monnaies et n'investissez jamais plus que ce que vous pourriez vous permettre de perdre. Rappelons cette précaution de base. Sur ce, merci messieurs. Merci. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée.